Voilà, alors bonjour à tous, on est live et je vais quand même vérifier sur différentes plateformes. Merci déjà à Marie, Isabelle, Grégory pour leur présence, pour cette première, dans un certain sens, où aujourd'hui on va parler de la façon de partager ses idées ou des meilleures façons et surtout des trucs et astuces. Et l'idée, c'est vraiment de partager entre nous, un peu comme un mastermind. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, alors je pense que les gens présents, oui, mais les gens qui nous écoutent peut-être pas, de la force des masterminds, où justement on a ensemble, à plusieurs cerveaux, on va dire, plus de force et plus de réflexion possible. Oui. Alors, déjà, ben, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. On va commencer peut-être par Marie. Qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Où Alors, es-tu? bonsoir à tous. Heureuse de faire ce live avec vous. Et en fait, c'est cette première conférence interactive pour à la fois créer du lien pour l'école HNES que j'ai créée voici plusieurs années à Yverdon-les-Bains. Aujourd'hui, j'ai à la fois un cabinet de thérapie brève, je suis psychopraticienne et hypnothérapeute, et j'ai créé cette école de la HNES pour former les gens à l'hypnose depuis 7 ans maintenant, bientôt la 8e année. Je suis à la fois un pied en Suisse et quelques orteils restés encore en France, où j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans l'hypnothérapie et la psychopratique de la thérapie brève. Aujourd'hui, je me suis fait un grand plaisir de m'associer avec Patrick de Cepibus, ici présent, et qui a pris l'initiative d'organiser cette soirée, et Grégory Lambert et Isabelle Pernet. Je suis très, très heureuse de vous rejoindre ce soir et de partager avec vous mes idées pour faire passer les idées. Je passe la main. Superbe, merci beaucoup. Alors, Isabelle, Marie. vous allez te Alors, bonsoir à présenter? tous. Oui, je suis aussi très heureuse de découvrir cette nouvelle façon de faire passer mon message. Professionnellement, je suis assistante de direction. Dans le cadre de mes cours de développement personnel, j'ai découvert la PNL et l'hypnothérapie, pour laquelle j'ai fait un master. J'ai maintenant un cabinet à Payerne et je me réjouis de pouvoir commencer à travailler et enseigner dans le cadre de la HNES avec Patrick, Grégory et Marie. Nous aussi, Isabelle. Oui, Merci Isabelle, superbe, merci. oui. Et alors, Grégory? Bonsoir à tous. Je me présente, Grégory Lambert. Je suis issu d'un métier d'aide à autrui que je ne commenterai pas forcément ici, que je commenterai peut-être à d'autres moments avec les participants qu'on pourra rencontrer à futur. Ça fait maintenant 7 ans que je fais de l'hypnothérapie. Je me suis d'abord formé simplement en tant que praticien. Après, j'ai pu accompagner des cours pour obtenir le titre d'hypnothérapeute. J'ai un cabinet à Yverdon-les-Bains, Hypnothérapie Yverdon, et je suis heureux de rejoindre l'équipe HNES pour pouvoir apporter mes connaissances, mais surtout aussi pouvoir donner la force à autrui d'apprendre et d'échanger ce soir avec vous aussi sur les manières les plus faciles de communiquer. Donc voilà. Merci, Greg. Merci. Et moi-même, hein, Patrick de Cepibus, et j'ai eu le plaisir, sur l'invitation de Marie Millet, de rejoindre cette équipe et de lancer une nouvelle dynamique dans cette école. Plus de 12 ans d'expérience dans le développement personnel en ayant travaillé directement avec, suivi les enseignements de Tony Robbins et d'autres personnes qui sont des grands noms, en tout cas aux États-Unis,
dans le domaine principalement de la PNL, très peu au niveau hypnose à mon niveau, quoique j'ai quand même suivi quelques petites formations, enfin, pas petites en fait, hein, on va voir sur les mots. Et donc très heureux de partager ici mes idées et mes connaissances sur, entre autres, comment faire passer ces idées. Alors, première question, Marie, pour toi, quelle est la chose la plus importante à faire quand on veut faire passer ses idées? Alors, déjà, dans le débat, j'aime bien l'idée de faire passer les idées et non pas ses idées. Je m'explique. Pour moi, faire passer une idée, c'est vraiment être attentif aux besoins de l'autre aussi. C'est effectivement transmettre quelque chose, probablement, mais en raison de quoi? Et là, c'est tout le pouvoir d'une idée à faire passer, c'est qu'il doit y avoir de très bonnes raisons pour cela. Donc, pour moi, il est important de pouvoir savoir à qui on s'adresse ou pourquoi faire passer cette idée, quel sera son contenu, dans quel objectif et pour qui précisément. Voilà déjà la manière pour moi de voir les choses. Et lorsque j'ai créé l'école HNES, mon idée, c'était de faire passer l'idée des expériences vécues dans le domaine de l'hypnose et de la PNL afin de pouvoir partager et faire partager la connaissance de tout cela. Donc, les autres ont une grande importance pour moi lorsque je veux faire passer une idée. Donc, principalement, les autres, comment ils sont présents à l'écoute, en train de partager. Leur attente peut-être ou leur demande. Mm-hmm. Et savoir répondre à cette demande, c'est tout l'art de faire passer l'idée. C'est effectivement d'être attentif à toutes ces intelligences multiples qui nous entourent et à utiliser toutes ces intelligences aussi pour pouvoir faire passer l'idée. C'est-à-dire que pour certaines personnes, elles sont par exemple très en lien avec l'environnement et l'environnement peut avoir beaucoup d'importance pour elles pour que l'idée puisse passer. Pour d'autres personnes, ce sera le lien relationnel aux autres. Pour d'autres encore, la logique mathématique. Pour d'autres encore, des ressentis, des sensations, des émotions. Et je pense que quand on doit faire passer une idée, on doit passer par tous ces stades-là et tous ces stades-là si on a affaire à plusieurs interlocuteurs. Si on a affaire qu'à un seul interlocuteur, pour moi, je pense qu'il est intéressant de comprendre la personnalité de l'autre, ou du moins son profil et sa forme d'intelligence pour pouvoir entrer par les meilleurs canaux afin que l'idée puisse passer et être développée. Et quand tu parles de forme d'intelligence, tu veux dire quoi par ça? Alors, on a 8 formes d'intelligence différentes et on en a en général 3 qui sont prioritaires dans notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que notre cerveau s'est construit en fonction de nos apprentissages, de nos expériences, de nos modèles et de nos exemples sur des bases d'apprentissage qui ont imprimé nos priorités d'intelligence. Par exemple, un petit enfant qui serait, je ne sais pas, gourmand de chocolat, il va être plutôt dans un aspect et rester dans quelque chose de très épicurien dans sa perception. Donc, il y a des sensations là derrière. Hein. Et si je ne touche pas à ces sensations et à ces perceptions, je n'atteindrai pas mon but pour faire passer l'idée. Oui, en effet, moi, ça me semble tellement pertinent. Et je pense que c'est déjà vraiment une des choses, hein, de connaître et de comprendre, d'être en symbiose, d'être en relation avec la personne avec qui on veut en fait communiquer et transmettre quelque chose. Oui, parce que chacun a toujours le loisir de recevoir l'idée ou de la réfuter, de la refuser, d'y réagir.
Et bien entendu, tout ça nous donne aussi des codes par rapport à la personne qui est en train de recevoir l'idée. Et d'où cette importance pour moi de l'autre. Je ne peux pas faire passer une idée s'il n'y a personne qui m'écoute. En effet. Isabelle, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Alors, c'est clair que je rejoins Marie dans le fait d'être attentif à comment la personne reçoit l'idée et quels sont ses besoins. C'est primordial d'être à l'écoute de là ou des personnes qu'on a en face de nous pour faire passer notre message. Et je dirais il faut aussi arriver avec quand même une idée très, très claire de ce qu'on a envie de transmettre et de savoir comment on peut le transmettre par différents canaux. D'avoir quand même déjà certaines idées pour pouvoir transmettre notre message à une personne plutôt, comme disait Marie, orientée chiffres ou orientée intuition, connexion avec la nature ou les autres. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est la base d'une bonne façon d'arriver à faire passer les idées qu'on a envie de transmettre. Donc, en un mot, on pourrait dire connaître son audience. Absolument. Hein. Et ouais, en effet. Hein. Et donc là, on parle de différentes intelligences. On parle peut-être aussi de niveau de compréhension. Hein, parce que, Évidemment, évidemment. Ça, c'est aussi une des choses à laquelle on doit être attentif. Parce qu'on ne va pas parler de la même façon à une audience je vais dire, par exemple, d'enfants ou de jeunes adultes et à une audience de personnes de troisième âge ou de cet ordre-là. Après, il y a le niveau de formation de l'audience, il y a le niveau ou le style de profession de l'audience. Donc, ça fait partie aussi des éléments auxquels il faut être particulièrement attentif de façon à ce que notre message puisse être compris. oui, alors, en effet, hein, parce que si les gens ne comprennent pas, c'est clair qu'on n'arrivera même pas à passer une idée. Hein, mais il y a déjà ce côté vraiment, et je pense que c'est extrêmement important, de connexion et de compréhension du monde de l'autre. Hein. Grégory, Ouais, moi, pour toi, comment ça résonne? j'adhère dans ce que Isabelle vient de dire, mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, à mon sens, pour faire passer un message, c'est qu'il faut avoir une certaine simplicité dans le message qu'on veut passer aussi, suivant les personnes. Parce que souvent, arriver avec un jargon qui est peut-être trop technique ou autre, on va un peu noyer la personne, et du moment qu'on va noyer la personne dans des choses où elle est obligée d'aller, je ne sais pas, d'aller regarder sur Wikipédia ou autre pour comprendre de quoi on parle, on a complètement perdu la personne. Et du moment qu'on l'a perdue, sur quelques mots, le message ne passe plus parce que la personne se déconnecte complètement. Donc, c'est vraiment effectivement garder cette connexion. Et ce terme de connexion me plaît beaucoup, Patrick. Et avant, Isabelle parlait aussi des différents canaux qu'on utilise. Je pense que c'est important aussi de dire quels sont ces canaux, c'est-à-dire que les gens, les auditeurs, enfin les gens qui nous regardent puissent aussi comprendre par rapport à ces canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, sachant que chacun va percevoir les choses d'une manière différente. Et c'est de pouvoir justement jongler sur les différents canaux pour pouvoir amener un message clair, net, précis à une personne sans forcément la perdre dans un amas d'informations où il n'y a même plus la base, l'essence du message qu'on voulait faire passer. Tu as utilisé un terme kinesthésique. Oui. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui passe par le ressenti émotionnel, ce qui passe par exemple, une personne kinesthésique a vraiment des choses qui passent par les sensations corporelles, sensations de la peau, sensations musculaires et autres, et aussi des émotions qui vont peut-être passer différemment chez certaines personnes. Après, on a une certaine synesthésie, c'est des gens qui sont encore plus ouverts à toutes ces perceptions sensorielles et qui s'amplifient. Ok, donc si je veux parler à quelqu'un qui a ce côté, on va dire, sensation qui est le plus important pour lui, comment je vais lui parler? Comment... On va vraiment rentrer pour
le faire vivre comme les émotions, il travaille sur son côté plus émotionnel, etc., pour qu'il puisse ressentir vraiment la parole qu'on veut faire passer. Il y a typiquement aussi dans le genre de verbe qu'on va utiliser, peut-être parler un tout petit peu plus lentement. Alors, ça ne veut pas dire parler très lentement, mais dans la façon de parler. Et puis aussi peut-être juste baisser un tout petit peu l'intonation de la voix pour être un tout petit peu plus grave, avoir une voix légèrement plus vibrante. Et généralement, la personne, on va la faire rentrer beaucoup plus facilement en communication avec nous que si on a une voix très aiguë en parlant très vite, qui va totalement la perdre. Ça c'est super. Et donc, après, j'abonde avec tout le monde, hein. Si j'ai posé la question sur le côté kinesthésique, c'est simplement que peut-être des gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce genre de terme. Et ça rentre dans cette façon où, ben, tu l'as dit, Isabelle l'a dit, Marie aussi, il faut une certaine simplicité, en tout cas être sûr que la personne en face elle comprenne ce que je dis pour passer une idée, hein. Et pour qu'elle comprenne, ben, des fois, il y a peut-être des mots qui sont habituels dans une profession. Et c'est vrai qu'en hypnose ou en PNL, c'est des termes qu'on connaît très bien, mais quelqu'un de l'extérieur ne va pas obligatoirement le comprendre. Et ce qui est intéressant, bah, c'est vraiment cette connexion en fait, à l'autre, cette compréhension de l'autre. Maintenant, une question pour vous trois. Si je ne connais pas du tout mon audience et que je dois passer une idée, par exemple, j'ai une conférence à donner, du coup, comment je fais? Parce que je ne connais pas les gens en face. Ou là, par exemple, on n'a pas encore de gens qui nous ont rejoints. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Il faut soit aller sur LinkedIn, soit sur Facebook pour trouver le lien qui vous permet de venir dans le Zoom, hein, et de partager votre expérience, partager aussi vos idées, hein. Ce n'est pas juste nous qui sommes en train de donner ce qu'on connaît. Je pense que c'est plus important s'il y a de l'information qui vient de tout le monde. Et le partage d'expérience ne peut être que bénéfique à tous. Donc, si vous voulez nous rejoindre, envoyez-moi à la rigueur un message sur LinkedIn ou sur Facebook, je devrais le voir et du coup vous envoyez le lien. Autrement, bien sûr, vous pouvez regarder en live, ça restera sur ces plateformes. Mais donc pour revenir là-dessus, voilà, si par exemple aujourd'hui j'ai envie de transmettre une idée, j'ai envie de le faire en vidéoconférence, j'ai pas obligatoirement les gens en face de moi pour me rendre compte. Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt dans l'analytique ou sont plutôt dans l'émotif ou est-ce qu'ils sont plutôt dans le relationnel ou plutôt dans l'action ou est-ce qu'ils sont plutôt des gens qui sont auditifs ou visuels ou kinesthésiques, etc. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais éviter de dire tout à tout va et à tout vent. Je vais considérer quand même que l'audience, et dans cette audience plus ou moins large, effectivement, il y aura plusieurs formes d'acquisition des connaissances chez toutes ces personnalités que j'ai en face de moi. Donc, mon contenu va tenir compte de cela et je vais à la fois être ludique, je vais aussi créer des références scientifiques. Je vais également utiliser de l'humour, des mots qui puissent accrocher. Je vais faire monter l'intérêt aussi dans ma conférence de manière à créer des suspens pour avoir à un moment donné quelque chose qui est punchy et qui va vraiment recentrer régulièrement sur l'idée de base qui est le centre même du thème de ma conférence. Lorsqu'on est face à un public varié, à des auditeurs qui sont là et qui n'ont pas toujours choisi d'ailleurs, hein, je pense que déjà on doit arriver avec un certain recul, avec du calme, de la pondération, puis il y a une grande préparation en conférence. Il n'y aura pas forcément d'interaction durant la conférence et pour autant, il y aura de la disponibilité pour répondre aux questions à l'issue de la conférence, pour ne pas s'interrompre et ne pas s'y perdre. Après, il y a un temps donné, si je dois parler pendant 2 heures ou si je dois parler pendant un quart d'heure, évidemment que mon contenu sera adapté, mais je vais toujours utiliser ce principe de base qui va être à la fois apporter de l'intérêt et des réponses, probablement à un certain nombre de questions, créer du lien avec le public en le mobilisant par moment, créer de la surprise également pour garder son intérêt.
et puis faire en sorte que mon contenu soit suffisamment préparé pour que je puisse être vraiment libre de la perte de repères ou de mémoire, hein, et que je puisse vraiment me mettre en lien avec à la fois ce que j'ai envie de transmettre et à la fois avec les gens que j'ai en face de moi et dont je tiendrai compte tout au long de ma conférence. Voilà comment je fais pour essayer d'atteindre toutes ces formes d'intelligence et toutes ces personnes qui sont là et qui sont venues écouter ce que j'avais à leur transmettre ou à leur dire. Alors, un peu comme font les séries à la télévision, en fait. Ouais, moi j'aime bien les séries à la télé. Ouais, Je sais pas quoi, il y a le truc des anges, il y a les Marseillais, je sais pas quoi. Ouais, c'est mon truc. mais à la base, pour passer l'idée, c'est de garder l'intérêt éveillé des gens, Oui. de transmettre, peut-être de poser des graines sur un contenu qu'on va partager plus tard. Hein, les gens qui font du scénario pour les séries, ça s'appelle des cliffhangers, hein, où on revient et on repart. Hein, Oui. superbe. Merci Isabelle. Alors, ce que rajouter à ce que Marie vient de dire, parce que c'est vrai que c'est la base pour s'adresser à une audience, je dirais qu'il faut, comment je vais exprimer ça? Quelque part, par moment, questionner l'audience, l'amener à se poser des questions par rapport au sujet de la conférence et par ce biais-là, les rendre attentifs et curieux de ce qui va suivre, leur donner envie, comme dans les séries, hein, envie de connaître la suite et de ménager un certain suspense, je dirais, pour accrocher les gens et qu'ils aient envie d'écouter jusqu'au bout de la conférence, quelle que soit la durée de la conférence. Mm-hmm. Et poser des questions. Moi, j'aime bien l'idée de poser des questions. C'est quelque chose de, je pense, et je vois Grégory qui fait oui de la tête. Donc, il y a de la force dans les questions. Donc, qu'est-ce que Grégory a envie de nous dire sur les questions? À mon sens, de poser des questions va amener justement de l'intérêt à la personne, mais c'est la personne qu'on implique complètement dans le fait de poser une question. Donc, ça l'oblige d'une certaine manière à devoir garder quand même de l'attention sur toute la conférence, enfin sur ce que le message qui passe, mais en même temps, on l'implique dans le sens où elle peut donner son avis, elle peut peut-être répondre à certaines questions. Donc ça, je trouve très intéressant pour justement capter, donc cette façon de garder la personne captive tout au long de la conférence, en créant ces teasings, comme expliquait Marie notamment aussi, où à un moment, la personne ne sait pas ce qui va venir, donc on crée ce suspense qui va justement captiver la personne, puis la déconnecter peut-être d'autres choses, etc. Et ça, au niveau hypnose, c'est des techniques qu'on utilise en fait aussi en hypnose? On va pouvoir l'utiliser d'une certaine manière quand on va amener la personne à rentrer dans un état de suggestibilité accrue, ce qu'on vise essentiellement à faire en hypnose ericksonienne. C'est vrai qu'à un moment, même en permettant à la personne de rentrer dans une phase plus introspective, où elle va augmenter en suggestibilité et on va la tenir comme ça tout au long d'une séance d'hypnose, par exemple, pour l'avoir dans cet état hypnotique de dissociation, etc. Mais il faut bien se rendre compte que l'état d'hypnose est quasiment perpétuel dans beaucoup de situations. Typiquement, je prends l'exemple, alors qui n'est pas du tout de la conférence, mais au niveau de la communication, personne qui va se faire une analyse de sang, une prise de pression chez le médecin, généralement, il est déjà bien au-dessus de ce qui serait normalement à la maison, l'effet blouse blanche, etc., a un effet que je mets entre guillemets hypnotique, qui va générer des réactions chez la personne où elle va somatiser des choses qui sont tout à fait, qui sont vraiment issues de sa psyché. Donc ça, c'est juste pour dévier un tout petit peu. Pour revenir aux conférences, c'est vrai que comme m'a expliqué Marie, ce phénomène de teasing, je trouve ça extrêmement intéressant. Une des techniques qu'on utilise beaucoup en hypnose pour avoir la validation de la personne, c'est le yes set. C'est-à-dire que
dans une conférence, on peut parfaitement utiliser ça pour créer de l'interaction avec le public en leur demandant des choses finalement assez simples. J'ai chaud ici, levez la main tous ceux qui ont chaud. Il me semble que dans cette salle, il fait 28 degrés. Et ainsi, les gens vont soit lever la main, soit rester à dire il fait chaud, il fait froid. Enfin, ils seront happés juste par quelque chose qui est une réalité s'il fait vraiment chaud. Ou alors, est-ce que vous grelottez aussi? Parce que moi, j'ai tellement froid. Levez la main si vous avez froid. On va voir si on peut monter le chauffage. On aura comme ça des réponses spontanées qui ont peu de sens par rapport à la conférence, mais qui créent l'adhésion de l'audience et l'intérêt de l'audience et qui s'ouvrent à la suite de ce qui va arriver. Ça, c'est une technique vraiment qu'on utilise en hypnothérapie. Et donc, on voit que des outils qu'on peut apprendre dans l'hypnose ou des outils de la programmation neurolinguistique, on peut les utiliser. Alors là, on parle de conférences, mais en même temps, si je suis dans une réunion de travail, j'ai envie de faire passer des idées, est-ce que je peux utiliser les mêmes choses? Absolument. Ça part sur les mêmes bases. Je dirais juste non à l'improvisation, hein, dans une réunion de travail particulièrement. Si je veux faire passer une idée, je vais utiliser des arguments, bien sûr, des exemples, donner des moyens de pouvoir à chacun s'imaginer le pourquoi de cette idée, hein, et tous les avantages que ça pourra apporter. Mais les principes même de la communication, qui sont les principes de base de la communication en PNL, vont être très, très utiles à appliquer dans le cadre professionnel et dans le cadre de réunions professionnelles, c'est clair. Ça crée aussi un grand respect et une attention, une écoute à l'autre. Et toutes ces techniques de la PNL sont de très belles ouvertures vers une collaboration qui soit juste, qui soit ouverte et où les choses sont dites et où les choses sont entendues et partagées. Alors, on va faire un petit cliffhanger, hein. Est-ce que tu nous partagerais à la fin de la conférence un outil de PNL qui a extrêmement bien fonctionné pour toi pour partager une idée? Absolument. Mais à la fin de la conférence. Je fais ça volontiers tout à l'heure. Et c'est vrai que quand vous commencez à écouter peut-être, alors que ce soit des conférences, que ce soit des webinaires, que ce soit des orateurs en politique, que ce soit d'autres gens qui s'expriment en public, ou même juste des fois en face d'une seule personne, bah, il y a ce genre de choses qu'on utilise, hein, qui sont utilisées. Et personnellement, moi je regarde à l'époque où je dirigeais une école hôtelière, j'ai dirigé pendant 5 ans une école hôtelière à l'Aisin. Et c'est le moment où j'ai commencé à connaître ces différents outils, hein. Et c'était extraordinaire parce que j'apprenais des choses et en même temps, je pouvais tester dans le monde corporate, dans le monde du business, la force de ces outils. Et grâce à ça, ça m'a permis, entre autres, alors bien sûr pas tout seul, hein, avec l'équipe de l'école, avec toute l'équipe, ça a permis, entre autres, à l'école de devenir une des meilleures, de rentrer dans le top 10 des écoles mondiales. Et je pense que c'est entre autres, et même je suis convaincu que c'est entre autres grâce justement à des outils où je comprends mieux l'autre, où je peux mieux transmettre des messages, où je peux faire avancer les choses parce que j'ai pas seulement mon idée, mais j'ai réussi à la faire, qu'elle soit acceptée. Parce que c'est bien beau de partager une idée, mais si elle n'est pas acceptée par l'autre, ça peut être complexe. Ouais. Isabelle, toi, dans le cadre professionnel, des outils comme ça, un que tu nous partageras à la fin, hein, aussi, on refait un petit cliffhanger. Tout à fait. Alors, ce que je trouve très, très important au niveau de ma profession, c'est le fait d'être conscient qu'on n'a pas tous la même vision du monde et la même approche de la vie ou du travail, etc. Et c'est important d'être conscient de cette différence d'approche. On n'a pas tous la même carte du monde
Et je pense que c'est très, très important d'en tenir compte quand on a une idée à transmettre ou à faire passer. Le fait de savoir que pour quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? On va revenir à la relation à la nature. Pour une personne, ce sera très, très important de rester très écologique au sens nature du terme. Une autre personne sera moins sensible à ces aspects-là, mais sera plus sensible au bien-être de la personne qui est à côté d'elle, enfin, etc. Donc, il faut vraiment pouvoir adapter son discours et la façon de faire passer son idée à la sensibilité aussi de la personne qu'on a en face de nous. Moi, j'aurais envie de soulever une question aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour débusquer les contestations, y faire face, y répondre. C'est-à-dire que dans une idée, on peut chercher à faire bonne impression ou à faire passer ça au forceps, et c'est vraiment pas forcément la bonne stratégie. Non. Donc, il y a probablement dans une audience des gens qui sont pas tout à fait d'accord. Et tu parlais de l'écologie, Isabelle, et d'une personne qui a dans son modèle du monde son territoire et son plan mental. On n'a pas son GPS et il se peut qu'on préfère rouler en Ferrari qu'en voiture électrique. Et du coup, on va se retrouver à être en face d'une autre conviction et peut-être d'une contestation. Et j'aurais bien envie qu'on développe un peu cette partie-là aussi. Quand on fait passer une idée, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Et alors, comment on va affronter la contestation? Comment on va est-ce que vous l'affrontez? Est-ce que vous la contournez? Est-ce que vous essayez de continuer à convaincre? Vous faites quoi? Alors, si je peux me permettre, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que par rapport aux canaux dont on parlait avant, je reprends tout de suite après sur ça. C'est très joli, tu prenais l'exemple d'une voiture électrique ou d'une Ferrari, alors j'aime bien tout ce qu'automobile, tout ça. Et on voit typiquement pour une personne qui, elle, voudra juste se déplacer, la voiture électrique lui convient très bien, puis peut-être quelqu'un qui aime bien le son d'un moteur ou comme ça, donc on va travailler sur un canal qui va être beaucoup plus auditif. Après, s'il y aura une voiture à moteur thermique, surtout une voiture dans ce genre, avec un moteur qui fait énormément de bruit, etc. Donc après, par rapport ça c'était juste pour rebondir sur les canaux. Par rapport aux contestations, à mon sens, ça sert à rien de rentrer en opposition parce à un moment, on va être force contre force. Et on va simplement faire une escalade comme ça et personne ne pourra entendre. Donc, c'est dans ce qu'expliquait Patrick aussi avant par rapport au fait de comprendre le message de l'autre qu'il veut nous transmettre pour qu'on puisse y répondre, c'est de développer ce côté empathe aussi, de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Donc, je dis bien empathique et non pas sympathique. Sympathique, on prend le rôle de l'autre, tandis qu'empathique, on peut vraiment comprendre comment l'autre perçoit les choses, ce qui permet vraiment de comprendre les blocages qui peuvent arriver chez lui, qui nous ont peut-être même pas été visibles ou comme ça, parce que ça nous est même pas venu à l'esprit et à un moment de pouvoir défaire ces blocages qui sont présents pour pouvoir faire passer un message. Et pour rebondir et pour répondre à ta question, Marie, de comment on fait quand une personne n'est pas d'accord avec notre idée, ce que moi je fais facilement, c'est de poser la question à la personne, mais alors dans cette situation, qu'est-ce que vous me proposez? De lui relancer la balle et puis ça peut arriver que la personne elle a une excellente idée qui peut avoir le quorum et puis qui est tout à fait acceptable pour le groupe ou pour moi seulement, ou alors en m'expliquant sa façon de voir les choses et en discutant, j'arrive à faire passer mon idée. Donc je pense que c'est important de rester ouvert et puis on n'a pas la science infuse quand on arrive avec une idée. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir le dialogue ou la discussion avec les gens et de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Patrick, tu as quelque chose à ajouter sur… Oui, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. De toute façon. Ah ouais, et non, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, hein, alors déjà, il y a la force des questions, et puis des fois, justement, par le questionnement, on peut désamorcer
une personne qui serait contre un peu ce qu'on aurait à partager ou qui n'est pas du tout prêt à écouter. Comme Grégory disait, hein, si on est l'un contre l'autre, ça ne va jamais fonctionner. Et cette capacité, peut-être, et là, c'est peut-être une capacité d'observation quand on a des gens en face, de voir à travers leur langage corporel, peut-être, leurs différentes mimiques, à quel point ils sont ouverts ou fermés à ce qu'on est en train de partager. Et puis, si on voit qu'il y a la fermeture, d'utiliser différents outils. Un que moi j'aime bien et que j'utilise peut-être un peu trop des fois, c'est de raconter des histoires. Hein, j'adore les métaphores parce qu'une métaphore permet de passer un message sans que ça vienne de « Ah, c'est mon idée, je suis en train de vous l'imposer ». Et en choisissant les métaphores, alors moi j'ai une liste d'histoires à raconter selon les cas et selon les sujets. Alors c'est soit des histoires personnelles, hein, dans ce cas-là aussi c'est un exemple qui permet de ramener à quelque chose de concret. Où je dis, voilà, moi dans mon vécu, ce que j'ai testé, pu faire, etc., ça m'a fait vivre ça. Hein, où là, la personne peut peut-être se connecter à moi et du coup comprendre aussi pourquoi je suis arrivé à ça comme pensée, ou une métaphore, une histoire qui peut être une légende indienne ou une histoire peut-être connue, peu importe dans un certain sens, où là, j'arriverai à transmettre une idée, justement parce que ça ne vient pas obligatoirement de moi, et c'est fait plus en douceur. Oui. Et je pense que oui, l'utilisation de métaphores ou de citations permet de remettre peut-être un climat de confiance aussi, rétablir un climat gagnant-gagnant. Donc, laisser la parole à l'autre, bien écouter ce qu'il a apporté, lui, comme idée ou comme confrontation, en fait, hein, pourquoi il n'est pas d'accord, qu'il puisse argumenter à ce propos, et puis ajouter là-dedans cette touche, parler d'une petite touche d'humour, mais ça peut être justement une citation, un exemple, un personnage connu qui est apprécié de tout le monde, je sais pas, Nelson Mandela pour donner un exemple, et pour pas aller vraiment vers quelque chose qui serait comme Gandhi, Mère Teresa, etc., qui peut déranger certaines personnes. Donc on doit être attentif aux métaphores qu'on va apporter ou aux citations qu'on va donner. Mais l'idée, c'est vraiment de ramener la personne avec qui il y a des accords ou points de vue divergents à écouter son point de vue, à l'apprécier, à la reconnaître en tant qu'idée intéressante, afin qu'on soit dans un rapport gagnant-gagnant, justement. Dans une réunion de travail, dans un groupe de travail, si deux personnes qui mettent le pied au mur et qui se mettent dans la confrontation, parfois il y a des conflits d'intérêts aussi auxquels on doit être attentif. Si on fait par exemple de la médiation, il est très très utile de désamorcer ça avec quelque chose qui sorte complètement du contexte. Et comme tu le dis, Patrick, une histoire, des métaphores peuvent vraiment nous tirer d'embarras et puis retirer le clou qui fait bien mal dans le pied de la personne. Ça peut aussi être dans le nôtre. Hein. Oui, oui. Et puis, comme Isabelle disait aussi tout à l'heure, de poser des questions, hein, donc d'utiliser les questions. Et moi, souvent en conférence, plus en conférence, et ça m'est arrivé, je donnais une conférence pour Pôle emploi sur les différents types de personnalités, en fait, surtout pour comprendre alors c'était pour les gens qui étaient intéressés à travailler en Suisse, par exemple, et de comprendre que les Français, par exemple, ne fonctionnent pas la même chose que les Suisses, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas la même chose que les Belges, qui ne fonctionnent pas la même chose que les Canadiens. Et c'était marrant parce qu'il y avait environ 200 personnes dans la salle. Et moi, le message que je voulais faire passer, principalement, c'est cette compréhension qu'on est différent. Hein. Cette compréhension qu'on est différent et que si j'ai envie, par exemple, de travailler en Suisse, je dois commencer à comprendre comment fonctionne un Suisse, comment fonctionner les ressources humaines en Suisse,
Comment est-ce que si je les appelle d'une façon frontale, est-ce qu'ils vont aimer ça ou pas? Alors, peut-être certains oui, mais généralement en Suisse, on ne va pas trop aimer. Ça va faire... hein. Donc, et j'ai partagé déjà quelques idées pendant les 10 premières minutes de conférence. Et ce que j'ai fait après, c'est simplement demander combien d'entre vous, à force des questions, hein, combien d'entre vous ici ont déjà travaillé en Suisse? Et je ne sais plus, plus ou moins 10%, peut-être 20% de la salle a levé la main. Et ce que j'ai fait après, j'ai demandé, OK, alors on va vous mettre par groupe de 4. Dans le groupe de 4, il faut au moins une de ces personnes qui a levé la main et partager une des choses que vous avez appris, en tout cas la personne qui a travaillé, mais aussi vous-même, par rapport au fonctionnement un peu différent selon les nationalités ou les cultures. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'après leurs 5 minutes de partage, ou 3 minutes, j'avais pas beaucoup de temps dans la conférence, donc j'ai pas pu leur laisser partager pendant 10 minutes, mais je crois 3-4 minutes de partage en petits groupes. Moi, j'ai posé la question, de nouveau, force des questions, hein, combien d'entre vous ont appris plus dans les 3 dernières minutes que dans les 15 premières minutes de conférence? Et là, quasiment toute la salle lève la main. Et la main. Et je trouvais fantastique parce que je n'avais pas besoin d'être d'accord avec eux ou pas. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de transmettre le message. C'est on est différents, faites attention. Et ils ont plus appris dans leur partage. Et moi, j'ai amené la dynamique simplement, entre autres, en posant des questions. Donc, force des questions pour passer un message, passer une idée, transformer quelque chose. Ce qui paraît, pardon. Alors, je laisse la parole à Grégory. J'aime beaucoup ce principe de la force des questions. C'est utilisé par certaines, on va dire certaines ethnies, etc. Typiquement, les Juifs qui utilisent beaucoup ce qu'on appelle le pile-poll, où en fait la réponse à une question va être par une autre question, pour un moment captiver la personne, arriver sur ce que le questionneur de base veut entendre. Donc, j'aime beaucoup cette force des questions. Merci, Patrick. Et moi, j'ai perdu mon fil. Et Grégory, je n'ai plus d'idées à faire passer, j'ai perdu mon idée. Comment il s'appelle? Comment tu as dit que ça s'appelait? Le pile-poll. Pile-poll? Ouais. Pile-poll. Ok, extrêmement intéressant. Mais alors ça, c'est une technique pour vendre. Hein. Oui. Hein, la meilleure façon de vendre, ben, c'est de poser des questions. Ça permet de casser les objections, en fait. Hein. Dès le moment où on a une objection, on pose une question, etc. Et on descend le plus possible. Donc, c'est des outils aussi très, très forts pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez un business, si vous avez besoin de vendre quelque chose, apprenez ou réapprenez à poser des questions. Et ça, c'est des choses en PNL qui sont extrêmement puissantes, entre autres. Hein. Ben, on le voit typiquement dans le domaine du marketing automobile, etc., qu'il y a des cours qui sont donnés où on donne des techniques de vente à des gens, on leur explique pas justement qu'elles sont issues de la PNL, que différents outils de communication sont utilisés, on leur donne une technique, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, sans leur expliquer le pourquoi du comment. Et c'est vrai qu'on a des vendeurs qui explosent leur chiffre d'affaires, voilà, parce qu'ils ont simplement l'écoute attentive du besoin du client, qui est déjà quelque chose d'essentiel, parce que de venir et puis de dire non, non, ce qu'il vous faut, c'est, j'en sais rien, je reprends la Ferrari rouge, quelqu'un qui veut une voiture électrique, ben, le client, il a demandé quelque chose d'écologique, on va lui vendre un truc qui pue, qui pollue, enfin voilà, ben, ça ne passera pas. Donc à un moment, c'est juste aussi et de pouvoir faire adhérer le client aussi à un autre concept, peut-être on va y vendre de l'hybride plutôt qu'un tout thermique ou tout électrique, et c'est vraiment de pouvoir faire glisser le client. Alors là, bon, on est plus dans une technique de vente, effectivement, mais ça reste de la communication où la personne adhérant à notre système. Alors, le but, c'est pas de convaincre, de manipuler, mais c'est d'amener la personne sur un terrain d'entente pour pouvoir réaliser des ventes, augmenter son chiffre d'affaires ou autre. Et je rebondis juste encore sur la technique des métaphores, qui est quelque chose qui est extrêmement utilisé en hypnose. On va toujours avoir un message comme une bande passante en radio, on va avoir un message de base. Puis en dessous, au niveau subliminal, on va aller taper des choses qui sont bien différentes. Et souvent, ça va s'adresser au petit enfant intérieur. On dit, mais on ne va pas faire toute une explication de ce que c'est, mais à cette partie plus inconsciente où elle va vibrer sur cette histoire. Donc, le conscient, lui, est
complètement en train d'écouter, mais l'enfant intérieur, il est pris dans l'histoire. Et du coup, c'est là que le message va passer, puis qu'on va défaire ces résistances. Euh, j'ai retrouvé mon idée suite à l'intervention de Patrick tout à l'heure, hein, ce qui m'a interpellée et intéressée, et que je pense qu'il est aussi très très important quand on fait passer les idées, c'est les feedbacks, hein, c'est-à-dire le retour que tu fais après ta présentation et le test d'échange entre les participants, et le retour, ce qui rapporte de cela, et le côté de la position basse que tu gardes pour recevoir ce feedback, ce qui va donner au groupe une énergie et puis une attention supplémentaire très particulière. Et cette technique que tu as appliquée là, Patrick, elle est vraiment à souligner parce que ton message est tellement bien passé qu'ils ont pu prouver que tu avais raison en fait. Et ça, je trouve très, très, très finaux et très intelligent d'avoir utilisé ce moyen de la participation ou de l'action participative, ce qu'on fait beaucoup aussi chez HNS, puisque dans chaque apprentissage et chaque niveau d'apprentissage de la PNL, nos étudiants se mettent toujours en situation d'être à la fois l'accompagnant ou le coach, à la fois le client, et à la fois celui qui va faire le feedback. Et c'est en vivant les choses de cette façon-là qu'elles sont les mieux intégrées. Et c'est la même chose quand on a à faire passer une idée. C'est vraiment que les gens puissent intégrer l'idée dans leurs muscles en la testant. Oui, et ça, c'est vraiment aussi un des meilleurs apprentissages, hein, c'est de pouvoir pratiquer. Et on n'a pas besoin d'être kinesthésique obligatoirement pour que ça rentre aussi bien comme ça. Alors, certaines personnes, peut-être, c'est peut-être pas leur meilleure façon d'apprendre, mais en effet, hein, de mettre la main à la pâte, de passer à l'action, est extrêmement important. Ouais. Et Grégory, merci hein, pour ce côté, la force des histoires et comment ça fonctionne dans le cerveau. Et ça me fait penser que pendant des milliers d'années, tous les enseignements, ça se passait comment? Ça se passait au coin du feu, où il y avait le sage du village hein, qui racontait une histoire. Et tout le monde écoutait. Il y avait autant l'enfant qui était encore même dans les bras de sa maman, peut-être en train de téter, que l'adolescent, que le jeune homme ou la jeune femme, que les personnes plus âgées. Et chacun avait sa propre compréhension de l'histoire. Et même si l'histoire était peut-être horrible d'une certaine façon, bah, chacun avait aussi sa propre capacité à comprendre certaines parties ou pas. Et c'est ce qui faisait que ces enseignements étaient efficaces. Hein. Donc j'aime bien, et c'est vrai que ça nous parle à différents niveaux, quoi. Vraiment, ça c'est extrêmement intéressant. Oui, on a ça dans une forme de mémoire archaïque hein, qui reste là et qui est très présente dans tous nos systèmes d'apprentissage. Tu parlais de ce qui se passe dans le cerveau. Nos connexions neuronales vont vraiment imprimer et s'imprégner des informations ou des idées dans la mesure où on peut y adhérer, dans la mesure où elle va intéresser et dans la mesure où on pourrait l'adopter pour soi aussi. C'est être concerné au plus profond de soi qui nous permet d'adopter une idée ou de croire en quelque chose. On parlait des apprentissages ou même de l'hypnose tout à l'heure. Apprendre l'hypnose, si je me dis que ça marche pas, je vais mettre un certain temps quand même à pouvoir acquérir la connaissance parce que je vais émettre certaines résistances. Mais c'est vrai dans tous les domaines de la communication, ces résistances existent effectivement. Et l'idée de faire passer une idée, c'est de pouvoir non pas la contourner, mais la faire vivre pleinement aux personnes qui sont en train d'acquérir cette idée ou de l'écouter ou de s'en servir pour la suite. Et c'est de donner des moyens. Je parlais de la démonstration que tu as fait, c'est vraiment si tu me fais bouger et si tu me fais aller discuter avec les autres et si tu crées de l'interaction dans la salle,
c'est la même chose pour des conférences, il va y avoir immédiatement quelque chose qui se passera dans les sensations des gens. Je me souviens avoir fait une conférence à Paris il y a quelques années où j'avais utilisé, en fait, le thème de ma conférence, c'était comment est-ce qu'on peut passer d'un état plutôt dépressif ou déprimé à un état interne différent. Et j'ai fait distribuer à la pause un ballon bleu à chaque personne, un ballon simple, un ballon de baudruche qu'ils ont eu, à qui on a demandé mettez ce ballon dans vos poches ou dans votre sac et tout à l'heure, avec Marie, vous allez l'utiliser. Donc, il y avait comme un effet de suspension. Juste avant que je démarre ma conférence, ils ont reçu ce ballon bleu sans savoir à quoi il allait leur servir. Et la moitié de la conférence parlait de nos saboteurs mentaux, parlait d'expériences vécues, parlait aussi d'une petite fille. Alors là, il y a eu de l'interaction. J'ai demandé aux personnes de repenser à un souvenir d'enfance, etc. Et puis, ensuite, je leur ai dit qu'on pouvait changer. Mon ballon de pensée négative, hein, c'était un ballon noir avec une image de pirate dessus. Il était bien gonflé. Et j'avais fait un chignon, et j'ai pris mon épingle à chignon et j'ai fait péter ce ballon parce que je voulais pas le garder. Et ils se sont dit, ah bon, ben, c'est pas ça le ballon, en fait. Et non, pour moi, mon ballon bleu, c'était mon océan Pacifique. Donc, j'ai créé une image, j'ai raconté une histoire, j'ai navigué sur l'océan Pacifique, j'ai raconté ça et je leur ai demandé de se créer leur espace, leur océan Pacifique dans leur ballon. Et je leur ai demandé de le gonfler avec moi. Moi, je mettais mon océan Pacifique et eux, ils ont mis leur espace de paix, de tranquillité, leur image en fait. Et je les ai guidés dans un état de conscience modifié. Il y avait 250 personnes dans cette salle et ils étaient tous là en train de gonfler leur ballon. On les a noués. Et ensuite, à la fin de la conférence, j'ai demandé qu'on envoie tous ces ballons comme des images de bonheur et qu'on se les fasse passer dans la salle. Et c'était quelque chose qui était j'ai eu des retours extrêmement forts et puissants. C'est un jour où je passais un examen de conférencière et j'ai eu des retours des experts qui étaient extrêmement chaleureux pour moi. Et voilà, j'ai gardé cette idée du ballon et de bouger, de faire de l'interaction, d'offrir quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui sont repartis avec leur ballon. J'ai eu des retours des gens qui m'ont écrit qu'ils n'avaient jamais oublié le ballon bleu, etc., etc. Donc, c'était intéressant. Et en effet, quand on fait passer une idée, on peut utiliser, alors tout dépend du contexte, évidemment, si je suis dans une réunion professionnelle au CHUV, ça va peut-être pas être indispensable que j'utilise mon ballon bleu, quoique ça va dépendre du contexte. Absolument. Voilà un exemple qui fait que vous pouvez observer combien vous avez été, je crois, attentif à mon histoire. Elle est réelle, hein. Je ne vous ai pas juste raconté pour vous balader. Mais voilà une idée qui vous a plu, je crois. Oui, oui, c'est chouette. Et une chose, là, alors moi, je me permets de rebondir. J'aime bien alors, tu viens de le rajouter, mais il n'y aurait pas besoin. Malheureusement, plein de gens n'en tiennent pas compte. Elle est réelle. Hein, à quel point l'histoire que je raconte, il y a une vérité dedans. Oui. Que si je commence à inventer ou m'approprier des histoires d'autres personnes, ça, je vois beaucoup trop d'ailleurs dans des conférences, Ah oui. qui s'approprient des choses qui sont soit connues depuis longtemps, utilisées par beaucoup de monde. Mais voilà, quand tu prends une histoire que tu as vécue, c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis, du coup, elle est réelle et elle a beaucoup plus d'impact, quoi. Elle a une force beaucoup plus importante. On en est animé, alors que quand on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, elle ne nous habite pas. Donc, c'est important quand on fait passer une idée aussi d'être animé par cette idée. C'est l'anima, suivant. L'anima, mais oui, alors là, on va chercher dans la psychologie, bien sûr. L'anima, ça veut dire quoi, Grégory? Au niveau de la psychologie, c'est ce qui nous anime. Enfin, voilà. Après, on va pas faire tout un débat sur la psychologie, sur les approches jungiennes, freudiennes. Enfin, du moins pas ce soir, c'est pas forcément le thème. Mais ça fait partie de toutes ces approches psychanalytiques ou autres
dont sont issus les outils qu'on pratique au quotidien, je veux dire au niveau de la PNL, de l'hypnose, de toutes sortes d'autres états modifiés de conscience. Et l'anima ressort dans certains cas comme cette puissance qui, entre guillemets, nous anime. Donc voilà. Superbe. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute, hein, Oui, à peu près. ça file. Ça file vite, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'aurais envie de continuer, mais après, je vais me faire embêter. Là, j'ai un chat qui vient m'embêter de temps en temps. On le voit, il est beau. Je n'ai pas encore réussi à utiliser les outils que je connais. Ça ne fonctionne pas encore très bien sur les animaux. Quoique certains, oui, mais pas au niveau de la PNL. Je n'ai pas trouvé les bons, en fait, peut-être. Il faut apprendre à parler chat. Il faut apprendre à parler les chats, à mieux les entendre, mieux les écouter. Donc, alors, déjà, merci pour tous ces partages, hein, à tout le monde. J'invite les gens qui vont nous regarder ou qui nous regardent. Je n'arrive pas à savoir si on a beaucoup de gens qui regardent maintenant en direct. C'est dur de suivre tout en même temps. En tout cas, pour l'instant, je vais m'améliorer. Mais une chose qui est sûre, hein, c'est que c'était extrêmement intéressant. Et puis, ça, c'est notre première conférence participative. L'idée, la prochaine, c'est le 29 mai. Ce sera un samedi matin. Donc, suivez-nous sur les réseaux pour voir l'invitation. J'ai vu, ou en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y a des gens qui avaient de la peine à se connecter. Donc, on va améliorer ça pour les prochaines. Ouais. Améliorer ça. En tout cas, les partages pour moi étaient extrêmement constructifs et très intéressants. Donc, j'espère que pour les gens qui nous écoutent, combien d'entre vous qui nous avez écoutés pensez être sortis avec quelque chose d'intéressant ou d'utile pour utiliser dans votre vie ou dans votre business, ou peut-être vous aimeriez en savoir plus. Alors là, laissez un commentaire où vous trouvez la vidéo. Ça peut être sur LinkedIn ou ailleurs. Ah, excusez-moi, je donne la parole juste à Marie pour une petite seconde. Oui. Alors, les commentaires nous feraient vraiment plaisir de savoir à la fois si vous avez trouvé quelques idées intéressantes, si vous pensez les réutiliser éventuellement, voire même les transmettre plus loin. À savoir que notre prochaine réunion sera axée plutôt sur le stress et les peurs. Et nous aimerions beaucoup partager encore avec vous et tous les 4, bien entendu, notre prochaine conférence interactive. Patrick me demandait tout à l'heure de donner au moins un outil pour conclure un peu sur quelque chose de concret. Un outil de la PNL qu'on apprend dès les bases, dès l'accueil est le tout premier outil. J'en ai 3 en fait, mais qui vont ensemble. Le tout premier outil, c'est que quand on arrive où que ce soit, si on n'aborde pas le sourire, on a déjà fermé les portes. Parce qu'au-delà de la parole, on a plus de 80% de messages qui passent, non pas par la parole, mais par le non-verbal et par le paraverbal. On y reviendra certainement. La deuxième chose qui est intéressante, c'est d'utiliser à la fois la reformulation et la synchronisation, même si c'est avec un groupe, c'est de toujours, pour justement désamorcer parfois certaines personnes qui se mettraient dans la confrontation pour une raison X ou Y, reformuler ces paroles, mais aussi reformuler vos propres paroles dans le passage d'une idée en utilisant dans cette reformulation les divers canaux sensoriels de la personne. Ces canaux sensoriels sont le visuel, l'auditif, le kinesthésique dont on a parlé. C'est les 3 canaux principaux auxquels on doit rester attentif quand on veut faire passer une idée. Voilà pour mes trucs et astuces du jour. Super, merci Marie. Isabelle, d'autres trucs et astuces? Alors moi, c'est plus un truc, je dirais, personnel, parce que pour moi, prendre la parole dans un groupe est quelque chose de compliqué.
Et je pense ça arrive à beaucoup de personnes. Et je fais un exercice que j'ai appris dans mes formations en PNL qui s'appelle le cercle d'excellence et qui est une façon de poser un ancrage où on peut le faire à n'importe quel moment, n'importe où. Alors, si on veut vraiment le faire en exprimant quelque chose, mieux vaut s'isoler un petit peu. Mais on peut aussi le faire simplement dans la pensée, ou en s'imaginant dans une situation de réussite et où on est en pleine possession de tous ces moyens, en prenant une grande respiration et en vivant cette situation et en faisant le fait de sauter dans un cercle qu'on aura imaginé par terre. Ça nous permet de poser un ancrage de confiance en soi qui nous aide à prendre la parole dans une situation qui peut nous paraître compliquée avant de commencer. Pour ce soir, ça marche très bien, Isabelle. On n'a rien vu. Merci. Oui, excellent, excellent, superbe. Ça, c'est des bons outils. Grégory? Juste une toute petite approche du IS-7, du fameux IS-7 dont on a parlé avant, qui peut être utilisé dans certains cas relativement facilement. On ne va pas aller trop loin dans l'explication, mais c'est du teasing. Mais c'est simplement typiquement, peut-être dans le domaine où on reçoit une personne, etc. Est-ce que vous êtes bien assis? Oui. La température vous convient? Oui. Puis on amène gentiment la personne en y posant des questions auxquelles elle est quasiment obligée de répondre oui, parce que j'en sais rien, votre nom c'est bien Dupont. Puis simplement profiter de ça pour gentiment faire glisser la personne à répondre oui, oui, oui. Puis à un moment, elle va adhérer naturellement au fait d'être dans la positivité puis d'accepter beaucoup plus facilement le passage de nos idées. Donc, de nouveau, d'y vendre la Ferrari au lieu d'y vendre la voiture électrique. Voilà. Alors, Patrick, on attend ta vision. Voilà, voilà, pardon. Ma vision, j'adore Grégory, de mettre la personne en condition, dans un certain sens, de l'amener vers le positif. Une des choses, c'est mon propre état émotionnel, déjà. Et si je veux faire passer une idée, j'ai intérêt, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, d'être moi-même extrêmement positif, d'être moi-même plein d'énergie, d'être moi-même bien. Donc, merci Isabelle pour l'ancrage, parce que ça, c'est aussi une chose que je pourrais utiliser. Et c'est extrêmement puissant, les ancrages. Mais voilà, c'est me mettre dans un bon état émotionnel pour faire passer mes idées à travers différents outils dont on reparlera avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à nous rejoindre samedi 29, ce sera le matin. Je ne sais plus l'heure, si c'est 8h30. 8h. 8h. Hein, rejoignez-nous à 8h un samedi matin. On va partager d'autres outils qui sont aussi utiles pour des thérapeutes que dans un business, que dans sa vie privée. Hein, des moments où c'est des outils qui sont en plus extrêmement efficaces. Et merci à tous. Mettez aussi en commentaire peut-être des choses qui vous intéresseraient de connaître. Hein, si vous, comme vous êtes... Oui, des sujets à traiter que vous aimeriez que l'on puisse traiter ensemble seraient aussi des bons plans pour nos prochaines interventions. Voilà. Et l'idée de ces interventions, pour l'instant, à voir comment, bien sûr, ça va évoluer. L'idée de ces interventions, c'est au minimum une fois par mois, un jeudi soir et une fois par mois, un samedi matin. À voir s'il y a beaucoup de demandes, peut-être qu'on fera plus pour partager. Alors, bien sûr, ce ne sera pas juste Marie, Isabelle, Grégory et moi-même. Hein. Le but, c'est que vous soyez aussi là pour partager vos propres trucs et astuces, peut-être poser des questions, approfondir dans un sujet ou un autre, en sachant que je pense que si on additionne les années d'expérience dans le domaine de l'hypnose, de la PNL, du coaching, du consulting et autres, on doit arriver à plus de 150 ans. Non, j'exagère. Mais en tout cas, tu peux rajouter mes années, puis ça fait le compte.
Donc, profitez de cette expertise et amenez la vôtre aussi. Je me réjouis. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui ou qui nous suivront. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Patrick, pour l'animation de cette soirée. Merci à vous, mes collaborateurs, et merci à tous les auditeurs, en espérant vous retrouver très vite. Et suivez-nous sur LinkedIn, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux. Partout. On est partout. Superbe. À bientôt tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci de votre écoute. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, à bientôt.